Le gars a dit, je n'ai pas envie d'être candidat. Je n'ai jamais rêvé d'être président. Il a dit, les autres jours, mon problème c'est les canets. Il m'a humilié. Voilà ces phrases. Et chez nous les Bassards, quand on veut se passer, on gâte tout. Bon, je ne crois pas que tous les Bassards sont comme ça. Je ne crois pas. J'en connais beaucoup. Ils sont militants du parti, qui ne gâtent pas tout. C'est pour ça que je le dis, de me pardonner, mais de penser au pays. Il ne va pas gâter tout le pays pour le cas d'Annecy, qui va mourir bientôt. C'est quoi ça? Dans l'austérité glaciale de la salle du Conseil constitutionnel, le 4 août 2025, un homme se tient face à la trahison incarnée. Anissé Gane, silhouette usée par la maladie, mais père de braise dans le regard, lance à Yebga son avertissement funeste. Sa voix grave est un glas prophétique. La mort approche, inéluctable, mais il avance droit, défiant l'ombre, fidèle à ses idéaux. Cet homme-là porte la certitude d'un sacrifice inévitable, un combat qui transcende la fragilité de la chair. Après son conseil dit que nous avons lutté. Nous qui? Le Bassard? Oui. Le Bamileke aussi. Les Douala. Moumi est au nord. Le sud était un bastion UP6. Nous alors nous pour qui? Il faut arrêter de dire des choses comme ça. Ce moment chargé de présages ouvre le théâtre d'une destinée en marche. L'histoire poignante d'un nationaliste dont la lutte refuse de se teindre avec lui. Son chant tragique s'inscrit parmi les grandes voix de la résistance africaine et mondiale. Ce feu ardent qui ne ploie pas devant la nuit la plus noire. Mais pour comprendre toute la profondeur de son sacrifice, il faut plonger dans le sang des martyrs, ces martyrs sacrés qui ont tracé la route pavée de douleur et de courage. Ces voix longtemps étouffées, mais jamais disparues, illuminent le combat d'Anissé Gane, ancrant son destin dans l'héritage révolutionnaire universel, dans ce fleuve de flammes. Car c'est un combat qui ne se résume pas à un homme seul. C'est une chaîne de flammes, un fleuve de sang et de courage qui irrigue la terre des peuples opprimés. Et c'est dans ce feu ancien, cette mémoire guerrière, que s'enracine la force incandescente d'Anissé Gane. Amilcar Cabral, c'est le leader, la personnalité plus importante de cette lutte de libération nationale qui a été victorieuse. Présenter le leader dans tous ses aspects, militaires, politiques, en tant qu'intellectuel, et le valoriser parce que les autres ne veulent pas l'affirmation des leaders des luttes de libération nationale africains. C'est ça que Amilcar Cabral représente. Amilcar Cabral, fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PGC, est une figure emblématique de la lutte anticoloniale. Le 20 janvier 1973 à Conakry, la nuit tombe sur un drame sanglant quand il est assassiné par des traîtres infiltrés au sein même de son mouvement. Il quitte une réunion avec des membres du Front de libération du Mozambique, Frélimo. Et alors qu'il arrive chez lui, il est encerclé par des militants
du PGC, parmi lesquels se trouvent des anciens complices de la police secrète portugaise. Il se débat, mais tombe sous les balles d'Inocencio Cani, un ancien responsable des forces navales du PJC, devenu un traître. Ils ont voulu attacher Cabral. Il leur a dit « Non, ne me ligotez pas ». Ils ont commencé à discuter. S'il y a des problèmes, il leur a dit « Allons nous asseoir au secrétariat et parlons-en ». Mais me ligoter, il n'en est pas question. On ne va pas commettre la même erreur que les colonialistes. À un moment, il a dit « Autant être tué plutôt que de me faire ligoter ». Et voilà, Inocencio Cani a saisi l'occasion et a tout de suite fait feu contre Amilcar. Je ne me souviens plus exactement du nombre de coups de feu qu'il y a eu en tout, si ce n'est que le rapport d'autopsie avait fait état de 8 ou 9 balles en tout sur son corps, enfin il me semble. Ce meurtre ne survient pas dans un vide politique. Il intervient quelques mois seulement avant l'indépendance unilatérale de la Guinée-Bissau. Les tensions montent en interne, alimentées par des jalousies et des rivalités au plus haut sommet du mouvement. Des fuites d'informations, des liens avec les services secrets portugais et des conflits idéologiques assombrissent le tableau. Cabral, conscient des dangers, exprimait ses inquiétudes face aux, je cite, jalousies de certains ministres guinéens et aux trahisons potentielles. Assassiné devant sa famille, dans la maison du quartier général de son parti, son corps devient le symbole tragique d'une révolution meurtrie par ses propres blessures. Hoje, que é dia grande, significado histórico. Aujourd'hui, jour d'une grande importance historique, je tiens à adresser un mot d'appréciation et d'hommage à tous ceux qui ont tout donné dans la résistance à l'oppression coloniale, dans la lutte clandestine, anticoloniale et dans la lutte ardue pour la libération nationale qui a duré plus de 10 années. Sans leur détermination, leur esprit sacrificiel et leur intelligence, le rêve de libération nationale du peuple guinéen n'aurait guère été réalisé. E a sua inteligência, o sonho da libertação nacional do povo guinense. Son héritage s'enracine dans cette mort violente, celui d'un visionnaire qui rêvait une Afrique unie et libre, mais que la main de la trahison a fauché avant qu'il ne voie l'aube de l'indépendance qu'il a tant protégée. Son sacrifice est toujours honoré comme un cri de résistance et une dénonciation des forces qui cherchent à étouffer la liberté par la guerre intestine. Pendant tout le temps, c'est le colonisateur, le puissant, qui a imposé le sens du changement. Cette fois-ci, c'est le colonisé qui a provoqué le changement chez le colonisateur. Donc, qu'est-ce qu'on veut avec tout ça? C'est valoriser le rôle des Africains en Afrique. La balle qui fauche Amilcar Cabral à Conakry ne s'arrête pas dans la nuit guinéenne. Elle poursuit sa course dans l'histoire. Elle traverse les frontières. Elle traverse les peuples. Elle traverse les rêves. Car lorsqu'un révolutionnaire tombe, ce n'est pas la fin, ce n'est jamais la fin. C'est un relais. De la mangrove de Guinée-Bissau aux terres rouges du Sahel, une autre braise s'embrase. Un autre corps se dresse. Un autre verbe se lève. Un autre homme refuse de se plier. Le combat change de décor. Mais l'ennemi reste le même. La pauvreté imposée. La domination recyclée.
trahison tapis dans l'ombre. Après Cabral, voici venir Sankara. Après l'intellectuel stratège surgit le capitaine incandescent. Après la patience de l'organisateur, l'audace du révolutionnaire entrailli, l'Afrique blessée trouve un nouveau porte-voix. Jeune, radical, incorruptible. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution, les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, les pentades orgueilleuses, les hiboux au regard gluant, l'anarcho-syndicalisme, la petite bourgeoisie affolée, à bas, à bas, à bas. Merci camarades. Ouagadougou, 15 octobre 1987, 16h45. Le soleil saigne sur le conseil de l'entente où Thomas Sankara, en survêtement rouge, taché de sueur après son sport de masse, rejoint ses 12 fidèles pour une réunion du destin. Blaise Compaoré, frère d'armes devenu Judas, orchestre l'ombre. Un commando militaire surgit, mitraille la garde rapprochée en un bain de sang. Sankara, icône révolutionnaire de 37 ans, sort le premier, main levée, en cri de paix. C'est moi qu'ils veulent, ne tirez pas. Mais les balles hurlent. Plus d'une douzaine déchirent son corps frêle, le clouant au carrelage dans une mare rougeoyante. 12 compagnons gisent, inertes, chers martyrisés pour la souveraineté burkinabé. Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas la permission là, justement, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré, parce qu'il a de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non, l'amitié ne se trahit pas. J'ai dit mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir. 4 ans après son coup d'État, Salvateur de 1983, Thomas Sankara incarne le rêve panafricain. Vaccination massive de 2,5 millions d'enfants en 15 jours. Terres redistribuées aux paysans, refus des dettes impérialistes, discours enflammés contre le néocolonialisme français et américain. Celui qui nourrit un autre le domine. Donnait-il seringue en main? Mais les ennemis rôdent. Pour de nombreux chercheurs, c'est dans l'ombre des rivalités politiques que s'est joué le drame. Blaise Compaoré, autre frère d'armes, est soupçonné d'avoir agi avec des soutiens étrangers en Côte d'Ivoire, en Libye et jusque dans certaines sphères occidentales. On parle d'ailleurs de la France. Le 15 octobre 1997, les rafales claquent, les corps sont dissimulés dans la nuit, enterrés à la hâte au cimetière de Dagnouen par des détenus réquisitionnés. L'acte de décès parle de mort naturelle, un mensonge d'État. La veuve Marianne Sankara et ses enfants prennent le chemin de l'exil, dans les larmes et le silence imposé. Thomas savait très bien qu'il devait mourir. Et je pense qu'il a accepté le suicide parce que quelque part aussi, ça fait une grandeur. Et une fois encore, je viens pour dire que c'est un grand homme,
ceux qui sont contre lui, ils peuvent au moins accepter ça. Parce que un homme qui accepte de mourir pour être plus grand, alors là, ça, il faut reconnaître en cette personne-là comme une valeur. Compaoré s'empare du palais. La radio d'État annonce une prétendue démission de Sankara. Puis, la propagande le salit, le transforme en traître, en mégalomane. Mais l'histoire, elle, finit toujours par parler. En 2015, l'autopsie révèle l'horreur. Impact multiple de balles, corps mutilés. En 2021, la justice tranche. Blaise Compaoré est condamné à la prison à perpétuité par contumace. Le verdict tombe, mais l'impunité pour beaucoup continue de hurler. C'est un journaliste français de l'AFP qui était à Yaoundé et il disait que c'est la première fois de sa vie qu'il circule dans la ville et il croise des gens en train de pleurer à grosses larmes. C'est-à-dire que tu croises une centaine de personnes comme ça, des dizaines de personnes dans la rue qui pleurent. Et quand on se renseigne, on dit non, ils viennent d'apprendre l'assassinat de Sankara. Donc tout vous dit, c'est pas seulement le Burkina Faso qui a ressenti ça. Je crois que le Burkina Faso était mort les jours qui ont suivi, mais c'est toute l'Afrique. Sankara renaît alors dans la mémoire des peuples, statues, festivals, chants de lutte. Son nom traverse l'Afrique comme une braise vivante. Son sacrifice accuse la corruption. Son exemple appelle l'unité et le Burkina Faso d'aujourd'hui, en feu de crise, continue de porter sa flamme. C'est une des figures importantes au niveau du continent africain qui continue d'être citée pour son exemplarité, pour son courage, pour son intégrité, pour sa créativité, pour son refus de l'afro-pessimisme d'une manière générale. Mais l'histoire l'a déjà prouvé. Les révolutions ne meurent pas avec ceux qu'on exécute. Car, bien avant Thomas Sankara, dans les forêts profondes du Cameroun, un autre homme avait déjà choisi le même destin, celui de l'insoumission jusqu'à la mort. Lui n'avait ni palais, ni micro, ni armes régulières. Il n'avait que le maquis, la faim, la traque et une foi inébranlable dans la liberté. Là où Thomas Sankara parlait au monde, depuis Ouagadougou, Ernest Ouandié résistait dans l'ombre, traqué comme une bête, mais debout comme un géant. Le premier fut abattu dans son bureau. Le second fut fusillé en place publique. Deux époques, deux méthodes, un seul ennemi, un seul combat. Voyez-vous, les réformes d'après la Deuxième Guerre mondiale ont permis au peuple camerounais, comme à tous les peuples opprimés d'Afrique et d'Asie, de se donner un parti politique. Et ce parti au Cameroun s'appelait l'Union des populations du Cameroun, par abréviation UPC. Quelle est la tendance de l'UPC? L'UPC était et demeure un mouvement franchement anticolonialiste et je dirais anti-impérialiste. Parce que l'UPC estime que la libération d'un pays du système colonial doit, si elle doit être réalisée, se faire de façon effective et totale. C'est cela. Dans les montagnes brumeuses de Mbanga au Cameroun, le 19 août 1970, une ombre se fait capturer. Ernest Ouandié, dernier chef des maquisards de l'Union des populations du Cameroun UPC, le dernier mohican d'une guérilla farouche contre la domination néocoloniale. Homme courageux, esprit trempé dans le feu de la lutte pour l'indépendance.
il est arrêté après des années de résistance sans relâche contre le régime post-colonial et l'ingérence française. Lorsque vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment aux coups durs que vous portent les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus aguerris pour la lutte. Condamné à mort par un tribunal militaire, Ernest Ouandjie connaît sa sentence le 5 janvier 1971 dans un procès expéditif dénoncé comme une farce judiciaire. Moins de 2 semaines plus tard, le 15 janvier 1971, il est fusillé à Bafoussama dans une atmosphère lourde de terreur et de résignation. Il tombe en martyr, victime de la répression sanglante contre l'UPC, ce parti indépendantiste farouchement combattu, confronté à des affrontements meurtriers. Avec lui, c'est tout un pan du combat camerounais pour l'unité, la liberté et la souveraineté qui saigne. Mais l'histoire de Ernest Ouandjie ne meurt pas avec lui. Son nom résonne encore parmi les rebelles et les militants panafricains qui voient en lui un symbole de résistance farouche contre la dictature et la colonisation déguisée. Réhabilité à titre posthume en héros national en 1991, il incarne le cri d'une nation prête à tout sacrifier pour son émancipation réelle, même au prix du sang. Ernest Ouandjie, dernier des Mohicans, s'enfonce dans la mémoire collective comme un phare tragique, éclatant dans la nuit d'une lutte trop longtemps étouffée par la terreur et l'oppression. Son histoire, pleine d'émotions douloureuses, de sang et de courage, appelle les générations à ne jamais oublier le prix de la liberté. Nous franchissons dans ce pays un cap dangereux, celui de l'inhumanité, d'une inhumanité injustifiée, d'une inhumanité injustifiée. Ces titans, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Ernest Ouandjie partagent un destin lacéré par la même lame empoisonnée, le sacrifice des nationalistes radicaux fauchés par les États oppresseurs pour avoir osé rêver souveraineté, justice et dignité. Leur sang coule d'un combat commun contre l'impérialisme, contre la corruption et la trahison fratricide. Tous crient la révolte, tous insurgent contre l'injustice, tous défient les systèmes oppresseurs, mais tous agonisent dans l'ombre de la répression. Fusils, rafales, chaînes, négligence médicale, procès truqués. Le pouvoir impitoyable tue par action et par omission, faisant de la vie de ces hommes un champ de bataille permanent. La trahison hurle en leitmotiv dans chacune de leurs histoires. Cabral, criblé par les balles de ses propres camarades vendus au service secret portugais, tombe avant de voir l'indépendance qu'il a tant rêvé. Thomas Sankara, mitraillé par Blaise Compaoré et ses complices, paie le prix de son charisme solaire et de sa vision panafricaine. Étouffé dans un palais qu'il avait lui-même rénové pour le peuple.
Ernest Ouandie, dernier mohican du maquis camerounais, trahi par des indiques de l'UPC, infiltré, fusillé, mais devenu symbole éternel de résistance face à la terreur et la répression coloniale déguisée. Chaque goutte de sang versée devient un cri universel. Ils ne sont pas seulement morts, ils vivent dans les mémoires et dans la révolte de tous ceux qui refusent l'injustice. Leur corps brisé sème la graine immortelle de la résistance. Leur nom se lève en icône de courage. Dans leur douleur, dans leur sacrifice, ils enseignent que la liberté a un prix et que l'histoire ne pardonne pas l'oubli. Le fil rouge du sang trahi relie continent, génération et lutte. Afrique, Cameroun, partout où l'oppression frappe, il y a une voix qui se lève, une mémoire qui brûle, une flamme qui refuse de se teindre. Ces martyrs ne sont pas isolés, ils forment une communauté invisible, mais indestructible. Un pont entre passé et présent, entre révolte et l'espoir. Leur héritage n'est pas seulement politique, il est moral, spirituel, universel. Chaque balle, chaque trahison, chaque chaîne raconte une leçon gravée dans le cœur des peuples. La liberté est le bien le plus précieux et les tyrans tremblent devant ceux qui osent la défendre. L'assassinat d'un chef politique n'a jamais résolu une crise politique. C'est certain. Bon, c'est un fait que le peuple camerounais ressent douloureusement la perte d'un de ses guides, mais à la longue, le peuple camerounais se dit qu'il a perdu un chef, mais que la lutte continue. À travers le continent africain et même au-delà, résonne un même cri de colère, un même sang versé pour la liberté, la souveraineté, la dignité de Amilcar Cabral, fauché par la trahison au cœur de la révolution guinéenne, de Thomas Sankara, mitraillé dans le temple de la révolution burkinabé, à Ernest Ouandie, fusillé sous le joug néo-colonial français au Cameroun. S'étend une toile de héros massacrés, de sacrifices étouffés. Tous ont croisé la trahison intime, celle des complices et infiltrés, et subi la violence méprisante des régimes oppresseurs. Et voici que le destin trace un arc funèbre vers un jeune homme, Anis Ikane, témoin du martyre d'Ernest Ouandie, devenu à son tour icône de la lutte post-coloniale, victime d'une mort lente dans les geôles camerounaises. Son combat s'inscrit dans cette lignée maudite, cette chaîne de sang versée par des enfants de la liberté, étouffés par la trahison et l'oubli. La méthode change, du fusil à la négligence assassine, mais pour beaucoup d'observateurs, le drame reste le même, un pouvoir qui tue ses fils avant que la nation ne respire enfin. Monsieur le Président de la République, si la parole de l'opposition dérange dans ce pays, retirez-la lui et dirigez le pays sans contradiction, à votre guise et à votre aise. Vous demandez un retour parti unique? Mais c'est ce qu'on voit. Vous pensez que dire qu'on n'a plus besoin d'être dans le maquis pour exprimer ses opinions et en même temps de l'autre côté mettre sur pied des institutions, des stratégies pour museler l'opposition, c'est quoi? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler sans avoir peur de recevoir une convocation de la gendarmerie ou du préfet ou du sous-préfet. Mais si on voit que la parole de l'opposition dérange, qu'on nous la retire et on va leur laisser le pays dirigé à leur aise et à leur guise. Son destin rejoint cette communauté invisible de héros sacrifiés
privés de liberté, muselés, parfois tués par l'ombre de la loi ou l'oubli des puissants, mais toujours vivant dans la mémoire des peuples. L'histoire d'Anissé Ekané n'est pas seulement celle d'un homme. Son histoire, c'est le prolongement d'un combat mondial pour la justice, la dignité et la souveraineté, un écho contemporain du sang versé par les martyrs que nous venons de rappeler. Il décède en héros, c'est un martyr. Je ne sais pas pourquoi certaines annonces tardent à mettre ce qualificatif, à lui reconnaître cette casquette. Anissé Ekané aujourd'hui, nous parlons de lui au passé, c'est un martyr. Le Cameroun contemporain doit une part décisive de son souffle démocratique à l'engagement discret, souterrain, mais farouchement déterminé de Anissé Ekané. UPCiste convaincu, héritier spirituel des martyrs de l'Union des populations du Cameroun, il incarne cette génération de militants qui ont choisi la clandestinité, l'exil, la persécution plutôt que la capitulation. Dans l'ombre des années de plomb, alors que le parti unique verrouille l'espace public, Anissé Ekané prépare patiemment, obstinément le retour du pluralisme. Mais moi j'ai lutté. Je suis à l'UPC depuis 73, 52 ans. Et c'était sous Aïdjo. Vous savez ce que ça veut dire. Revenu clandestinement au Cameroun en 1983, après de longues années de militantisme politique en France, au sein de l'UNEC et des siècles de l'UPC en exil, Anissé Ekané ne revient pas en triomphateur, mais en combattant silencieux. Il rentre sans escorte, sans fanfare, avec pour seule arme ses convictions, son réseau et cette mémoire brûlante d'Ernest Ouandié fusillé, de Ruben Oumiobe traqué, des maquis broyés. Dès la fin de l'année 1989, il se retrouve au cœur d'un noyau dur de démocrates patriotes aux côtés d'eux, figures comme Maître Yondo Black. Ensemble, ils structurent, organisent, forment dans la pénombre sous la surveillance étroite d'un État qui ne tolère encore aucune dissidence. Ekané était quand même quelqu'un écouté, même par le pouvoir en place. C'est quelqu'un qui était observé, des gens de ma génération qui ont commencé à marcher dans les années 90-92, au vent vraiment de la démocratie, comme un relais pour les pères fondateurs. Son action s'inscrit pleinement dans la grande vague des désobéissances civiles des années 1990. Les villes mortes, les cartons rouges, ces gestes collectifs de défi qui paralysent l'économie, figent les administrations et forcent le pouvoir à desserrer les taux. Le pays s'arrête. La peur change de camp et sous la pression populaire, le régime est contraint, malgré lui, d'ouvrir la porte à la légalisation des partis d'opposition. Ce pluralisme, arraché de hautes luttes fragiles, conflictuelles, porte en creux l'empreinte d'Anissé Ekané et de ses compagnons de l'ombre. Bon, Anissé était un peu fou, parce que c'était un des lieutenants des villes mortes. Il n'avait pas peur. Une fois, il s'est retrouvé face au commandement, le patron du commandement opérationnel. Et ils étaient à Noubel. Il était entouré de beaucoup de jeunes, dont Dom, qui avait 21 ans.
Et le général a avancé. Il a dit à Anissé, si vous faites encore un pas, je vous abats. Et Anissé lui dit, j'avance. Vous pouvez m'abattre, mais l'histoire retiendra que c'est vous qui m'avez abattu, donc je n'ai pas peur. Il a avancé et le général était obligé de s'écarter. Ça, c'est les trucs que Anissé a fait. Le 6 novembre 1982, un discours fondateur retentit dans tout le pays. Paul Biya, fraîchement investi chef de l'État, déclare solennellement que, je cite, les Camerounais n'avaient plus besoin d'exprimer leurs idées dans le maquis. La formule frappe les esprits. Elle prétend clore l'ère de toutes les luttes armées de l'UPC, ouvrir une page nouvelle, réconcilier l'État et ses dissidents, guérir les plaies de l'histoire. Ceux qui, aujourd'hui, par des réflexes et des agissements sectaires, veulent porter atteinte à l'identité camerounaise sont les pires ennemis de notre pays. Mais pour les militants aguerris comme Anissé Kané, cette parole officielle sonne déjà comme une promesse fragile, presque suspecte, car derrière la rhétorique d'apaisement, le système du parti unique demeure intact, verrouillé, intraitable. La police politique traque, infiltre, neutralise. La liberté promise reste un mot creux. Les initiatives politiques indépendantes sont étouffées dès leur naissance. Très vite, Anissé Kané est soupçonné de préparer la création d'un nouveau parti d'opposition. Une activité considérée comme illégale sous le régime du RDPC hégémonique. Il devient une cible. Son nom circule dans les couloirs de la surveillance, dans les fichiers de la sécurité, dans les rapports des informateurs. Son engagement, pourtant pacifique, devient un acte de dissidence totale. Pour moi, ce que je retiens de lui, c'est toujours le Anissé Kané des années 90. Quelqu'un qui savait qu'on doit galvaniser le peuple pour connaître ses droits et pour se battre pour ces droits-là avec des protestations non violentes. Son arrestation n'est pas seulement celle d'un homme. Elle devient le symbole du prix payé par les précurseurs du pluralisme. Elle révèle au grand jour la duplicité de la promesse du 6 novembre. Une parole de réconciliation recouvrant une machine de répression toujours active. Anissé Kané comprend alors que pour lui, comme pour tant d'autres, le combat ne se fera ni dans la facilité, ni dans la reconnaissance officielle, mais dans l'endurance, l'usure et parfois le sacrifice. C'est quoi le patriotisme? Dans notre hymne national, nous chantons « Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur ». Alors, si le Cameroun, d'Ernest Ouandé, de Oumiobe, de Mounié, de Senda Fana, de Wungi Massaga, de Michel, de Mkoko Prezo, de Samuel Makit, est notre terre chérie, notre bonheur. Nos divisions, nos contradictions, nos diatribes, nos invectives sont largement en dessous de cette entité qu'on appelle le Cameroun. Le 19 février 1990 à Yaoundé, l'étau se referme brutalement sur Anissé Kané. Il est arrêté aux côtés des membres du groupe de Maître Yondo Black dans une opération qui marque l'un des tournants les plus sombres de la lutte pour le multipartisme. L'accusation est lourde, presque
une condamnation en soi. Action subversive, tentation de création d'un parti d'opposition, complot contre l'ordre du parti unique. À cette époque, défier le régime ne relève pas encore de l'opposition politique, mais de la dissidence criminelle. L'esprit du Manidem, c'est l'esprit maquisard. Et l'esprit maquisard, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire des gens qui sont droits, qui ne bougent pas, qui ne fluctuent pas. Pour l'impressionner vos adversaires d'en face. C'est lesquels? Vous croyez que quand vous dites esprit du maquisard, ils seront effrayés? Non, j'ai pas envie qu'ils soient effrayés. J'ai envie qu'ils soient justes. D'accord. C'est tout. Traduit devant le tribunal militaire de Yaoundé, Anissé Kane affronte une justice d'exception, une justice de transition autoritaire, dit-on. En avril 1990, le verdict tombe implacable. 4 années de prison ferme, 20 millions de francs CFA d'amende, paiement des frais de justice et surtout la suspension indéterminée de ses droits civiques. Le message du pouvoir est clair. Briser les hommes pour dissuader la contagion démocratique. Anissé est militant de l'UPC. Et non, on est dans une cellule de 3 personnes. Où il y a Abanda qui est mort, Akpama, Henriette Ekwe et Anissé. Anissé nous annonce qu'il va travailler avec Yondo Black. Et tout de suite, on lui dit, mais enfin, tu vas travailler avec des gens qui n'ont pas l'habitude de la clandestinité. Et très rapidement, on va vous arrêter. Anissé dit, on s'en fout. Si on m'arrête, il y aura procès. Parce que c'est un ancien bâtonnier. Et c'est ce qui s'est avéré. Donc, Anissé commence à travailler avec eux. Il y a un mouchard qui va tout raconter au CNR. Et c'est comme ça qu'on nous arrête tous. Commence alors, pour lui, l'épreuve des géoles camerounaises. Il passe par Kondengui, Bafoussam, Konsamba. Il partage la détention avec d'autres figures de la résistance, dont Henriette Ekwe. Les cellules sont surpeuplées, l'air est rare, la nourriture insuffisante, la maladie omniprésente. L'isolement est une arme, le silence est une torture, mais Anissé Kane tient. Il endure sans régner son combat. La prison ne le réplie pas, la prison le trempe. Je suis diplômé de l'école supérieure de l'école de l'UPC et du Manidem. Une école où j'ai fait mes premières armes politiques en clandestinité. Mon maître de stage, c'était Moukoko Priso et Samuel Makiti. Voilà, ça c'est mon diplôme dont je suis le plus fier. C'est là qu'est arrivée ma conscience politique, déclenchée par ma présence à l'assassinat par fusillade le 15 janvier 1971 d'Ernest Ouandjé devant une foule médusée, assistant à un macabre spectacle organisé par le pouvoir d'Aïdjo, qui a transmis les mêmes méthodes au pouvoir. Vous avez été traumatisé par cette séquence-là? Non, j'ai été transfiguré. D'accord. C'est-à-dire que, comme disent dans les églises réveillées, je suis né de nouveau. Le 14 août 1990, contre toute attente, une grâce présidentielle met fin à sa détention. Il sort amaigri, brisé physiquement, mais intact politiquement. À peine libre, il reprend le combat, comme si la prison n'avait été qu'une étape parmi d'autres. En décembre 1991, lors du congrès de Baminguma, il est porté à la fonction de secrétaire national à la coordination et porte-parole de l'UPC Manidem. La transition politique s'ouvre dans le tumulte et Anissé Kane est déjà de nouveau en première ligne. On m'a arrêté le 19 février 1990. Okay. Le 18 février 1990, j'ai passé ma soirée chez monsieur et madame Maître Moutoumé.
Je suis parti de chez eux 1h du matin. Donc en fait, on était le 19 février. On m'a arrêté à 7h du matin à la maison. Et avant de partir, même Tomé qui m'accompagnait à son portage, je lui ai dit, mais rien de sérieux ne se fera dans ce pays sans l'UPC. C'est la dernière fois que j'ai dit à M. Tomé, qui est devenu après ministre de la Justice, d'abord avocat lors de notre procès de 90, puis ministre de la Justice. C'est la dernière fois que je lui ai dit. À la limite, elle sortait du fond de mes entrailles. Je ne savais pas qu'on allait m'arrêter le lendemain. Bon, j'étais quand même dans des affaires un peu compliquées pour le pouvoir. Une fois libéré, Anissé Kané ne choisit ni la prudence, ni le repli. Il devient l'un des piliers de l'opposition naissante, l'un de ceux qui transforment la colère populaire en action politique structurée. Il impulse les célèbres cartons rouges contre la corruption. Ces gestes simples, mais explosifs des désobéissances civiles qui dénoncent publiquement les abus du pouvoir. Il est au cœur de l'organisation des villes mortes de 1991, ces journées où le pays s'arrête, où les commerces ferment, où l'économie est volontairement paralysée pour forcer le dialogue politique. Le 13 mars 1991, il participe à la création du Manidem, d'abord sous l'appellation UPC Manidem, dans la continuité directe de l'héritage UPCiste. Le parti est finalement légalisé en 1995, après un long parcours administratif entamé dès 1992, jalonné d'obstacles, de refus implicites et de manœuvres dilatoires du pouvoir. On a discuté pendant 5 ans, de 90 à 95, pour savoir, devons-nous rester dans cet embrouillamini juridico-politique, mystique de l'UPC, UPC, des lettres qui n'avaient aucune valeur. Ce n'était pas dû à vos orientations idéologiques. Pardon? Ce n'était pas l'orientation idéologique qui vous a fondamentalement séparé des... Ben, vous n'avez pas l'impression qu'on est des UPCistes. Je dis, on a l'esprit maquisard. Ça doit tout vous dire. Anissé Kané intègre la coordination nationale des partis d'opposition. En 1992, lors de l'élection présidentielle historique, il soutient la campagne de John Frondi à travers l'Union pour le changement, un choix hautement symbolique qui rappelle l'esprit de rassemblement de l'UPC originel. Il mène ensuite des campagnes constantes contre le tribalisme, l'impunité, la vie chère, aux côtés des syndicats et de la société civile. En 92, vous étiez quand même très proche, tout au moins en termes de coalition. C'est une coalition, je veux dire. Il n'y avait pas de thème de fédéralisme. On a fait, c'est nous qui avons rédigé l'UPC combattante, le programme commun de l'Union pour le changement en 92. Je ne sais pas si Foundi le connaissait très bien. On ne peut pas le dire comme ça. Ben, je le dis comme je... Mais on était au centre. Son parcours est une ligne droite dans un champ des ruines politiques, de la clandestinité aux barricades, de la prison aux estrades militantes, sans jamais céder aux compromissions, même au sein du Manidem, lors des tensions internes, lors des alliances stratégiques controversées. Anissé Kané reste fidèle à une seule boussole, la voix du peuple. Il refuse les arrangements qui dénaturent le combat. Il accepte la marginalisation plutôt que la trahison. Et c'est ce destin d'abnégation absolue, de lutte sans récompense qui trouve en 2025 un écho tragique et glaçant dans sa mort en détention. Comme si, après avoir survécu à la prison politique, aux années d'étouffement, aux désillusions démocratiques, Anissé Kané devait lui aussi rejoindre cette ligne funèbre de combattants que l'État n'a jamais cessé de broyer. J'ai l'impression que dans notre pays,
embrigadés par un totalitarisme qui dure 43 ans, nous avons cédé au pouvoir, à ce type de pouvoir qui donne la mort impunément, qui donne la mort gratuitement et qui détruit à la fois ses enfants et les héros de la nation. Le combat d'Anissé Ekané pour la démocratie ne surgit pas soudainement avec les tempêtes politiques des années 90. Il plonge ses racines bien plus loin, dans la profondeur des années de plomb. Dès 1975, à une époque où le simple mot de opposition équivalait déjà à une condamnation, c'est lui-même qui aimait le rappeler avec pudeur mais fermeté. Son engagement n'est ni une posture tardive, ni un calcul politique. C'est une trajectoire de vie longue de plusieurs décennies. Parce que ce que les gens oublient, l'UPC n'a pas choisi la lutte armée. C'est même peut-être une des raisons où il n'y a pas eu de succès. Elle s'y était pas préparée. Elle n'en voulait pas. Mais on a interdit les UPCistes, on s'est mis à les pourchasser comme du gibier, à les assassiner au Cameroun à l'extérieur, et cela a contraint par légitime défense. Et pour libérer notre pays, les dirigeants de l'UPC ont engagé une lutte armée pour se défendre. Et ne pas accepter que ce soit les colons qui fassent la loi dans notre pays. Arrivé en France en 1971, étudiant en économie à l'université de Lille 1, puis à l'ESCAE, Ekané ne se contente pas d'accumuler des diplômes. Très vite, il s'immerge dans la vie militante. Il rejoint l'Union nationale des étudiants camerounais. Un espace alors bouillonnant de débats, de colère et d'idéaux où se croisent les exilés politiques, les héritiers brisés de l'UPC, les survivants des purges et les porteurs des mémoires interdites. Là, dans les foyers d'étudiants, les amphithéâtres enfumés, les discussions nocturnes, se forgent ces convictions anti-autoritaires, nourries par les récits de maquis, d'exécution, de disparition. Je suis allé continuer mes études en France et j'ai trouvé un cadre approprié, l'Union nationale des étudiants du Cameroun, avec un qui était très proche de l'UPC combattante sous la direction de Wongui Massaga. Et très rapidement, j'ai matérialisé mes aspirations à la poursuite du combat de mes aînés. En 1973, il franchit un pas décisif. Il adhère officiellement à l'Union des populations du Cameroun. Ce parti historique interdit, traqué, décapité, mais jamais éteint. Pour lui, l'UPC n'est pas seulement une organisation politique. C'est une filiation morale, un héritage de sang, de clandestinité et de dignité. À partir de 1975, son engagement change d'échelle. Il commence à structurer des cercles militants en Europe, à diffuser des tracts interdits, à transporter des idées considérées comme subversives vers un Cameroun muselé. Il ne parle déjà que d'une seule chose, le pluralisme politique, comme seule issue pour briser l'étau du parti unique et la confiscation du pouvoir. Dès 1975, Anissé Ekané n'est plus seulement un étudiant engagé, il devient un militant actif de la clandestinité UPCiste en diaspora. Il organise des réunions secrètes, coordonne des cellules, alerte sur la duplicité du régime post-Ahidjo qui promet la paix pendant qu'il perfectionne la surveillance, l'infiltration et la répression. L'Europe devient pour lui un autre front de combat. Quand j'entre en 1973, en clandestinité, nous préparions le retour de la lutte armée au Cameroun. Mais derrière cet engagement politique, il y a une blessure fondatrice, un choc irréversible. Le 15 janvier 1971, à Bafoussam, le jeune Ekané, alors âgé d'à peine 20 ans, est témoin direct
de l'exécution d'Ernest Ouandié. Cette scène ne le quittera jamais. Le dernier chef du maquis UPC tombe sous les balles ce jour-là. C'est une génération entière qui comprend que la lutte ne sera ni courte ni clémente. Ce souvenir devient une cicatrice vivante, un moteur silencieux qui guide chaque étape de son engagement politique. L'assassinat de Ouandié m'a redonné une autre vie. Parce que j'avais suivi, j'étais assez curieux, son arrestation en 1970, où le ministre de la Justice, c'était M. Sabaleko, a décrit Ouandié comme il a décrit certains individus dans les réseaux sociaux, le ventreux, la main dans le sang. Au fil des années 1970, Anissé Ekane coordonne des soutiens financiers, fait transiter des messages, soutient logistiquement les militants restés dans l'ombre au Cameroun. Chaque voyage, chaque contact, chaque document transporté représente un risque réel. Dans ses entretiens, il dira plus tard, avec cette simplicité désarmante: depuis 1975, je pédalais déjà pour la démocratie, loin des maquis, mais proche des cœurs des patriotes. Son retour clandestin au Cameroun en 1983, sous le régime de Paul Biya, n'est donc pas un accident. C'est l'aboutissement logique de ce long patient travail souterrain, tandis que le nouveau pouvoir proclame le 6 novembre 1982 la fin des luttes armées et appelle à la réconciliation. Anissé Ekane, lui, sait déjà que la parole de l'État ne protège pas les combattants de l'ombre. Il est chargé d'animer les cellules souterraines de l'UPC à l'intérieur du pays à une époque où la surveillance est totale, où la prison guette chaque militant identifié. Quand je rentre en 83, et je m'étais préparé pour ça, dans des formations, je ne vous dirai pas partout où j'ai été, pour relancer la lutte armée en 83. Quand M. Biya dit que les UPCistes peuvent rentrer, et qu'il s'est débiné sous la pression d'Aïdio, en disant le contraire, c'est le désordre du multipartisme administratif qui a temporisé cette option. Mais nous avons dès le départ envisagé que si il n'y a pas des avancées, si les lignes ne bougent pas, où il y a l'expression plurielle, une certaine liberté d'expression, on sera obligé d'engager un combat plus frontal. C'est ainsi qu'Anissé Ekane entre définitivement dans l'histoire souterraine du Cameroun, sans uniforme, sans tribune officielle, mais avec une fidélité absolue à l'idéal de la liberté. Bien avant les grandes marches, bien avant les procès, bien avant la prison de 1990, son combat était déjà ancien, lent, obstiné et profondément dangereux. Et c'est une posture qui n'avait pas été vue depuis au moins les images Niobé, Félix Roland-Moumié, Ernest Ouandié ou encore Castor Osinde Yafana. Anissé Ekane apparaît donc de par son parcours politique comme un héros national, tant il aura lutté pour l'avènement de l'alternance au Cameroun, au point d'en perdre sa vie, c'est Jalin. L'année 2025 s'ouvre pour Anissé Ekane comme une année de tous les dangers, celle des derniers paris, des ultimes sacrifices. À plus de 50 ans de combat politique, le vieux lion de l'UPC refuse de regarder l'histoire passer sans y jeter une dernière fois son corps et sa voix. Au cœur de Douala, dans les réunions discrètes du groupe de réflexion de l'opposition, il s'engage dans une quête quasi désespérée. Trouver un candidat consensuel capable d'affronter et de vaincre Paul Biya au terme de plus de 40 décennies de pouvoir.
Longtemps accusé, parfois par ignorance, parfois par calcul, de connivence avec le régime, Anissé Kane surgit cette année-là, là où beaucoup ne l'attendaient plus. Contre toute attente, il redevient l'un des hommes les plus exposés, les plus visibles, les plus dérangeants de la scène politique au Cameroun. Ses prises de parole se multiplient, son nom circule, ses choix pèsent. Il n'est plus seulement une mémoire vivante de l'UPC, il redevient un acteur central de la bataille présidentielle. Il n'y a pas un parti qui a exposé ses différences avec l'ancien parti du candidat, puisque le MDM. On dit la vérité. Mais en même temps, le pays est au-dessus de tout. De nos idéologies, de nos querelles, de nos ambitions légitimes, des obstacles, des ethnies. Et pour le pays, tout est possible. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Mais les véritables UPCistes le comprennent. Que le pays est au-dessus de tout. Avec d'autres figures de l'opposition et de la société civile, ils cofondent la plateforme Union pour le changement. Une coalition politique inédite regroupant partis d'opposition, intellectuels et militants, à travers le Manidem qu'il préside alors. Cette plateforme porte officiellement, en 2025, la candidature du professeur Maurice Kamto, figure majeure, tribun populaire. Espoir des millions de Camerounais en quête d'alternance, en quête de changement. Sur le terrain, l'adhésion est massive, l'espérance renaît. N'oubliez pas qu'il a fait l'objet d'attaques frontales de la part du MRC, de certains extrémistes du MRC. Mais il a quand même trouvé la force de dépasser ces attaques-là pour porter la candidature du MRC. 2025. Oui. Mais très vite, les engrenages de l'ombre se remettent à tourner dans l'ombre de cette dynamique. Une crise interne profonde surgit au sein même du Manidem. Dieudonné Yebga, ancien président du parti, entre en scène comme un facteur de rupture majeur en juillet 2025, alors que Maurice Kamto est déjà investi par le Manidem. Yebga dépose sa propre candidature à la présidentielle, provoquant une onde de choc politique. Le Manidem bascule alors dans un bicéphalisme inédit. 2 présidents proclamés, 2 légitimités opposées, 2 lignes irréconciliables. Le camarade Ekane, le 29 juillet 2017, a été suspendu de toute activité dans les instances du parti. Et il a été notifié le 1er août 2017. Cette dualité empoisonnée devient une arme juridique redoutable. La candidature de Maurice Kamto se retrouve fragilisée, plombée par ce conflit interne qui nourrit les arguments des instances électorales. La confusion devient stratégie, la division devient outil. Lorsque Elekam rejette finalement la candidature des 2 protagonistes, le choc est brutal. Cette tempête politico-judiciaire désagrège l'élan de l'opposition, affaiblit structurellement Maurice Kamto, isole Anissé Kane et les place sous une pression politique extrême. Pourtant, fidèle à sa trajectoire de combattant, Anissé Kane ne plie pas. Il encaisse, il observe, il repart au combat. Bon, lui, il n'a pas lutté, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai lutté. Je suis à l'UPC depuis 1973, 52 ans. Et c'était sous Aïdou. Vous savez ce que ça veut dire.
Anissé Kane fait un choix stratégique lourd de conséquences. Il décide de soutenir Issa Chiroma Bakari après Maurice Kamto. Issa Chiroma, candidat du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, il le connaît, il a observé, il estime à ce moment précis de l'histoire que Chiroma incarne le mieux la possibilité d'un renversement politique réel face à un régime installé depuis plus de 4 décennies. Je crois qu'il se cherchait ce moment ultime, ce marqueur historique. Et quand je l'ai vu s'engager comme il a fait à soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto et plus tard de M. Issa Chiroma, j'ai vu j'ai retrouvé une réponse à l'interpellation que je lui avais faite au plateau. J'ai vu quelqu'un qui voulait un moment fort dans sa carrière politique. N'oublions pas qu'il a carrément mis sous le boisseau sa carrière professionnelle pour se consacrer totalement à la politique. Le vote se déroule dans un climat lourd de fraude, d'irrégularité, de soupçons massifs de manipulation. Mais dans les chiffres recueillis par la plateforme Union pour le changement, un verdict se dessine. Issa Chiroma Bakari est donné vainqueur. L'opposition tient pour la première fois depuis des décennies l'intime conviction que le peuple a parlé. Anissé Kane monte alors au front. Sa voix usée par les années mais toujours brûlante avertit publiquement les autorités contre toute falsification. Il lance cette phrase devenue lourde de sens. Non, mec, erreur. Michel Tangana, Clément. Aux côtés de son fidèle compagnon de lutte, Djekam Tchameni, Anissé Kane revendique ouvertement la victoire de Chiroma et refuse l'acceptation des résultats officiels qu'il dénonce comme frauduleux et assume la rupture. À cet instant précis, il sait que la ligne est franchie. Il sait que le pouvoir ne pardonne jamais ce type d'insoumission. Cette confrontation frontale avec l'État devient alors le dernier acte politique d'Anissé Kane. Le fait de porter ce t-shirt ne disait pas que c'est lui qui est au devant de la scène. Si vous avez observé, Anissé avait mis sur pied un mouvement qui devait plutôt porter d'autres leaders politiques au devant de la scène et lui, il était en arrière. Il n'était pas candidat, mais il avait mis sur pied un mouvement pour le faire. Après l'Union pour après le groupe de Douala, on est passé à l'Union pour le changement. Et il tenait bien la barque. Le 24 octobre 2025 à Douala, Anissé Kane est arrêté par la gendarmerie dans un climat de tension extrême au cœur de la crise post-électorale qui suit l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Son crime est politique, clair, assumé. Il a soutenu Issa Chiroma Bakari au sein de l'Union pour le changement et revendiqué la victoire contre les résultats officiels contestés. Les chefs d'accusation tombent comme un couperet. Hostilité envers la patrie. Révolution. Incitation à la révolte. Appel à l'insurrection. Des mots lourds, des mots de guerre, des mots qui, dit-on, dans l'histoire, des régimes autoritaires annoncent rarement la clémence. Il est incarcéré. Très vite, son état de santé se dégrade. Les alertes de ses avocats se succèdent. Public, insistante, désespéré. Il crie l'urgence médicale. Il dénonce le danger vital
Mais en face, le mur du silence, l'inertie, le mépris froid d'un État qui, une fois encore, fait passer les impératifs sécuritaires avant le droit à la vie. Anissé est un malade, un handicapé lourd, parce qu'il faut toujours qu'il ait un concentrateur d'oxygène, un appareil qu'il avait. On a confisqué son appareil. Les avocats sont allés demander l'appareil, ils ont refusé. Après, ils sont venus jeter les appareils à Anissé. Et Anissé a dit, je ne peux pas utiliser ces appareils sans une expertise. Il n'y a pas eu d'expertise. Anissé Kane est privé de son appareil respiratoire. Malgré les dénonciations répétées de ses conseils, privé d'assistance adéquate, privé d'oxygène. Et dans ce huis clos carcéral, la mort avance lentement. Mais c'est un assassinat. Le ministre Atanganji, qui est un ami du quartier, parce qu'il a habité dans le quartier d'Anissé Kane. Il savait que Anissé était gravement malade. Et une fois, il est venu lui rendre visite au CHU, où il était aux urgences. Donc, il savait pertinemment qu'en privant Anissé de tous ses appareils respiratoires, il le condamnait définitivement à mort, sans jugement. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'y a plus eu de procès, il y a eu la mort. Il passe ainsi de vie à trépas, non pas dans un lit d'hôpital, mais dans l'ombre d'une détention politique, au cœur même du combat qu'il n'a jamais cessé de mener. Je ne comprends pas comment au Cameroun, si tu te déclares opposant au régime, soit on te tue, soit on t'emprisonne à jamais, tu ne sors plus, soit on arrête, soit les membres de ta famille, alors que tu es juste. Et on parle de la démocratie. Quand j'étais étudiant, c'est le premier parti dans lequel je me suis inscrit comme militant. J'aimerais profiter de ce qui s'est passé là pour supplier notre chef de l'État de remettre le Cameroun dans la ligne des pays démocratiques. Jusqu'à présent, nous constatons que la démocratie au Cameroun est en train d'aller de mal en pire. Vraiment, c'est très triste pour nous de perdre un monsieur comme M. Anissé Kane, de perdre un patriote comme M. Anissé Kane, parce que sa disparition crée un vide dans nous. Jusqu'à son dernier souffle, Anissé Kane aura incarné cette détermination farouche à défendre les voix étouffées de l'opposition, à maintenir debout la flamme fragile de l'alternance à travers la plateforme Union pour le changement, malgré les intimidations, les trahisons, les défaites et les tempêtes politiques. Par son obstination, il aura contribué à faire du Maniedem un acteur central de la contestation du régime, un point d'ancrage pour toutes les colères démocratiques, un refuge pour les espérances malmenées du peuple. Il avait une posture claire. Il n'avait pas vocation à se mettre en avant dans le combat, mais à encadrer le combat. C'était ça le sens. La vision. Oui, la vision. C'est-à-dire, il vient avec toute son expérience en aîné pour canaliser l'énergie et pour qu'on puisse dégager une alternative à ce régime en place. Donc c'était plus ça. C'est parce que les événements ont dégénéré, c'est parce qu'il y a eu le sentiment à un moment qu'il il était dans une posture d'injustice vis-à-vis du pouvoir, qu'il a subi ce qu'il a subi. Et je dois dire de manière claire et nette, tranchée sur ce point, le fait de revendiquer une victoire à la présidentielle ne devrait pas conduire à la peine de mort. Anissé Kane rend l'âme dans le cadre de cette même lutte pour laquelle il s'est donné pendant plus d'un demi-siècle. Il meurt debout dans l'histoire, même couché dans une cellule. C'est donc un guerrier patenté, tombé sur le champ de bataille, les armes de la parole, de l'organisation et de la résistance encore brûlante entre les mains. Je laisse à chacun de juger
Si Anissé Kane était ton frère, ton mari, ton oncle, si Anissé Kane était un des tiens, parce que ceux qui détenaient Anissé Kane se comportent comme si ils n'ont ni frère, ni sœur, ni femme, ni enfant, ni cousin, ni neveu. Moi, j'aimerais bien qu'ils se mettent à la place de quelqu'un comme moi. Ami et frère d'Anissé Kane. Et qu'ils se posent la question, quelle larme je veux verser? Quelle larme je veux verser? Seul le silence est grand. Seul le silence est grand. Londona Selele, Anissé Kane. Londona Selele, Anissé Kane. À cet instant précis de l'histoire, Anissé Kane quitte le simple rang des militants pour entrer dans le panthéon des nationalistes, là où marche déjà Thomas Sankara, là où marche déjà Ernest Ouandié, là où marche déjà Amilcar Cabral, là où l'on ne vit plus pour soi, mais pour le peuple, des guerriers, des phares ardents, dans la nuit froide des oppressions. Leur vie fut un combat, une épopée douloureuse, où chaque pas fut marqué par le sang, la trahison et une persévérance indomptable. Anissé Kane est un héros parce que dans 50 ou 60 ans, nos petits-fils parleront d'Anissé Kane. Mais ils ne parleront pas des jouisseurs, frimeurs. Vous parlez de Wogli Massaga aujourd'hui? Mais on parle de lui. Vous parlez de on Wogli? ne parlera jamais plus des jouisseurs, frimeurs qui maintiennent notre pays dans l'état où il est depuis 43 ans. On ne parlera pas de lui, on parlera d'Anissé Kane dans 60 ans. Comme Sankara, Anissé Kane est idéaliste, intransigeant, qui refuse d'accepter le joug des puissances néocoloniales, un révolutionnaire mortellement conscient que la liberté ne se tend pas les mains, mais s'arrache aux forces obscures qui veulent étouffer les peuples. Son souffle révolutionnaire, aussi puissant que le vent de la savane, balaie les mensonges d'un régime sourd à la souffrance, sournois dans sa répression méthodique. Il est l'incarnation vivante d'une douleur devenue cri. Le cri du peuple asphyxié, le cri de la nation muselée, un hurlement qui traverse les cellules et les frontières. Anissé Kane restera un martyr et un héros même après ce régime. Le régime qui viendra devra ou pourra l'élever en héros national. Comme Ernest Ouandié, ce dernier mohican du maquis camerounais, Kane incarne la continuité d'une résistance sacrificielle, la flamme allumée autrefois dans les montagnes par Ernest Ouandié ne s'est jamais éteinte. Elle brûle dans les veines d'Anissé Kane, dans ses paroles, dans ses actes, dans ce dernier soupir qu'il a rendu à l'ombre froide d'une cellule d'État. La tragédie se répète. Il se raconte que le vieil ordre terrifie les insurgés et préfère les voir mourir dans le silence, escamotant la lumière de leur combat. Mais pour des figures comme Maître Alice, comme le sang versé ne se perd jamais, il irrigue la terre fertile de la révolte, appelant les prochaines générations à prendre le flambeau, à marcher, à lutter et à hurler pour la liberté. Thomas Sankara avait dit, vous avez tué le joueur de tam-tam, mais sa mélodie va continuer de résonner. Anissé Kane est parti, sa mélodie continuera de résonner éternellement, parce que ses œuvres vont lui succéder. Toute son action politique menée pendant 54 ans ne peut pas passer par perte et profit. Il a laissé des jeunes camarades de lutte, il y en a plein, qui vont continuer le combat, qui ont bénéficié de toute sa sagesse politique et de ses enseignements. Le combat va continuer.
Anissé Kane n'est plus seulement un homme, il est un symbole vivant, une épée levée contre l'injustice, un cri dans la nuit, un souffle qui ne se teint jamais, là où le pouvoir tente de réduire les vies en chiffres et les voix en murmures. Son héritage demeure, et dans chaque cœur qui refuse de plier, son combat se poursuit, comme un feu que rien ne pourra jamais éteindre. L'autre citation de notre révolutionnaire africain Ernest Ouandié, il a dit « Le sang d'un patriote est une semence de patriotisme. Le sang d'Anissé Kane continue à irriguer notre lutte pour l'avènement d'un Cameroun meilleur. » Anissé Kane est plus qu'un simple homme brisé. Il est un symbole, un chant tragique à la mémoire des héros engloutis, une étoile noire qui guide l'espoir et l'insoumission. Sa vie fut une bataille ardente, marquée par une fidélité absolue à ses idéaux et par une impitoyable lutte contre la corruption, la trahison et l'injustice. Pour certains observateurs, sa mort lente et cruelle, étouffée par la négligence et la complicité d'un pouvoir assassin, n'est que le dernier acte d'un drame où la vie se mêle à la mort. Comme ombre inséparable, Anissé Kane incarne la résistance silencieuse face à l'arbitraire et la persistance d'une lutte qui dépasse l'individu pour devenir héritage national. C'est un homme de conviction qui n'a pas replié, qui ne s'est pas replié face aux obstacles. Et c'était un homme de foi et d'engagement. Je crois que ces préceptes-là peuvent irradier la génération actuelle et les générations futures. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait un devoir de transmission. C'est pour ça que, à mon modeste niveau, puisque c'est mon boulot, je m'engage à rédiger un ouvrage sur lui. C'est dans cette oscillation entre la grandeur d'un idéal et l'horreur d'un destin tragique que réside la force d'Anissé Kane. Il est la voix qui refuse de se taire, l'épée levée qui transperce le silence, la lueur d'un combat inachevé. Selon certains spécialistes, son parcours rejoint celui de Sankara et Ouandié, non pour inciter à la rébellion, mais pour illustrer la ténacité des nationalistes face à l'oppression et la trahison. En le plaçant aux côtés de ces figures, on ne fait pas que lui rendre hommage, on affirme que le Cameroun a ses héros, des géants dont l'histoire tissée de sang, d'espoir et de douleur s'inscrit dans le combat universel des peuples opprimés. Voilà l'histoire d'Anissé. Voilà l'histoire de sa mort, téléguidée par Etoudi. Et ils en porteront toutes les conséquences, justement, d'avoir tué Anissé de cette manière, en déclenchant une détresse respiratoire. Ils savent ce qu'ils voulaient faire, ils l'ont fait, et c'est fini. Anissé Kane est une légende vivante. Un cri dans la nuit, un défi jeté à ceux qui croient pouvoir museler les rêves des libres. Il est l'écho d'une révolte éternelle, l'étincelle qui, selon certains observateurs, pourra inspirer les générations futures à défendre la justice, la dignité et la souveraineté, même dans les contextes les plus hostiles. Son héritage dépasse la vie. Il est le flambeau de l'opposition, la mémoire vivante de tous ceux qui ont payé le prix de la liberté. Le temps des martyrs inspire, le temps des vivants.